Ce matin, on va parler de comment s'accompagner soi-même quand on sort brisé d'une expérience de vie difficile. Notre invitée l'a fait, et c'est pas peu dire, vous serez à même de le constater lors de l'émission. Elle a été une vingtaine d'années séquestrée dans une secte à laquelle ses parents l'avaient adhéré. Et on va voir ce matin comment elle s'est relevée de cette brisure de vie. Ça va être très intéressant. Alors, c'est dans quelques instants, La divorcée et ses complices, animée par Jean Nadeau, aujourd'hui et spécialement sur les ondes de CKRL 89.1. Et cette semaine, j'ai le plaisir de découvrir une femme au passé, comment dire ça justement, au passé, disons, exceptionnel, et elle va nous dire pourquoi, mais surtout, ce qu'elle a fait de ce passé exceptionnel, la responsabilité que cette femme a assumée de sa façon de réagir aux événements qui ont marqué une très grande partie de sa vie, et comment ça peut peut-être nous servir ou servir à toutes celles et ceux qui vivent ces blessures liées aux séparations et au divorce. Elle est détentrice d'un diplôme universitaire en psychologie et se définit comme une vulgarisatrice. Vulgarisatrice. Il faut que j'aille jouer au Scrabble, mais aujourd'hui. Vulgarisatrice et une consultante de l'âme, l'art de s'accompagner soi-même. Elle parle de consolidation du senti, de reprise de notre pouvoir et de pleine conscience. Notre invitée cette semaine, Myriam Kayser. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Toute douce ce matin. Ça fait différent de mon émission, hein? Absolument, ça brasse un peu plus dans mon émission, mais écoute, ce matin, on va prendre ça un peu plus mollo, mais on a des choses très sérieuses à parler ensemble. Donc, heureux d'avoir cette occasion de te découvrir ce matin, Myriam. Tu es aussi conférencière, formatrice, tu accompagnes les gens en rencontres individuelles. Et tu es auteur. Je mentionne tes livres. En fait, je pense que j'ai les 3 avec moi. Là, S'accompagner soi-même en pleine conscience, de l'émotion à l'éveil. Le deuxième, Otage du silence, qui raconte ton histoire dans une secte. Et le dernier, qui s'appelle Affranchi, Mamotonomie. Et voilà. Ma foi, tu parles d'un mot. Myriam, il y a tout un parcours. Oui. Avant d'en arriver à ces réalisations d'aujourd'hui. Il y a eu un avant, il y a eu un hier. Pour les gens qui ne connaissent pas ton histoire, je te laisse la parole. Raconte-nous, de façon générale, qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta jeune vie jusqu'à l'âge de 21 ans? Mon Dieu Seigneur, c'est toute une histoire. Pour faire une longue histoire courte, moi, je suis née en Belgique. Mm-hmm. Je suis la 5e d'une famille de 6 enfants, 3 garçons, 3 filles. Et puis, mes parents, ils étaient à l'époque, mes parents étaient des enfants de la guerre. Ils ont eu des enfants dans les années 60. Donc, on est tous nés entre 60 et 70. Okay. Et c'était l'époque où il y avait des grands changements dans l'Église. Ils étaient en quête. Puis moi, j'ai toujours dit, si mes parents avaient eu l'occasion de vivre en 2019-2020, cette époque-là, mais ils n'auraient pas fait les choix qu'ils ont fait parce que on a tellement d'options aujourd'hui, tu sais, on a accès à tout. Mais mes parents, c'est ça, ils étaient des gens religieux comme les gens de leur époque, et quand il y a eu les changements dans l'Église, ça les a beaucoup perturbés. Religieux catholiques? Catholique, okay. Oui. Catholique en Belgique. Oui, en Belgique. Donc, puis c'était des gens religieux aussi, comme mon père. Il y avait des frères prêtres qui étaient vraiment bien placés dans l'Église. Il y avait des beaux postes. Donc, tu sais, c'est comme, ils ont grandi là-dedans. Puis, quand on remet les choses en contexte, quand il y a eu les changements dans l'Église, il y a commencé à avoir beaucoup de scission. Hein? Le mot scission, le mot secte vient de scission. Okay, ouais. Donc, on se sépare de l'ordre établi, puis on a beaucoup tu sais, c'est des mouvements contestataires. Puis on a beaucoup de mouvements contestataires aujourd'hui. Mais ces mouvements-là, quand ils étaient religieux, c'est sûr que ça donnait lieu à tous ces petits mouvements-là qui prenaient naissance justement dans on veut garder la foi comme elle était. Et c'est sûr que en fait, on se créait des alternatives à la religion qui était en train de changer. C'est ça. Puis je pense que l'idée derrière ça était pas mauvaise. C'est ce qui a permis aussi de tout déstructurer cette espèce de grosse affaire qui manipulait puis qui contrôlait tout. Mais c'est sûr que quand ça se referme sur soi-même puis que ça se coupe du monde, tu sais, il y a beaucoup de lumière rouge ici. Mais mes parents, ce qu'on leur avait vendu, c'est pas ce qui était. Donc, on leur a menti. Donc, la plupart de ces choses-là, quand ça vire mal, là, ça a pris naissance sur du mensonge. Donc, j'ai quand même une certaine forme de compassion pour leur quête, puis dans quoi ils ont été embarqués à leur insu. C'était un terrain glissant. L'erreur qu'ils ont faite, c'est de pas aller voir avant.
Puis comme ils étaient pas riches, puis qu'il y avait trop d'enfants, puis qu'ils vivaient leur réalité qui était pas évidente, ben ils ont coupé les ponts derrière eux et ça a donné ce que ça a donné. Donc, quand ils ont quitté la Belgique avec toute la troupe, vous étiez 6? On était 6 enfants de 10 à 1 an. Et ils s'en viennent au Canada pour entrer dans cette secte? Oui, OK. oui. Mais pour eux autres, c'est une petite église. Ils savent pas que c'est une secte. Okay, Ils n'ont pas cette notion-là. Puis la secte était à ses débuts. Donc, tu sais, on devait être des petites familles qui vivaient dans des petites maisons. Puis on était pour être enseignés par des religieux, puis on retournait chez nous. Mais ça s'est jamais avéré. Puis quand mes parents posaient des questions, mais c'est parce que c'était pas prêt. Puis il y avait tout le temps... Okay. Et là, on les a envoyés ailleurs parce qu'il y avait des maisons un peu partout. Donc, mes parents étant éloignés, là, ils ont perdu contact avec nous autres. Puis... Donc là, vous arrivez ici, vous allez directement à cet endroit-là, que tu ne veux pas nommer d'ailleurs. Hein? Ben, je la nomme pas à ce jour parce que il y a des choses qui sont en cours. Puis, tu sais, je peux pas tout dire en ondes, là, mais c'est... Tu sais, il y a des gens qui me reprochent, tu les protèges, puis je veux juste garantir que c'est pas ça. OK. Et donc, vous arrivez ici, et si j'ai bien compris, vous êtes tous séparés un de l'autre. Tes parents sont séparés, les enfants sont séparés par groupe d'âge, et par sexe. Puis ça fait que les premiers temps, les premiers temps, j'ai été avec mon petit frère puis ma petite sœur. Mais je dis mon petit frère, c'est le plus jeune des garçons. Puis très rapidement, là, je reste un petit peu avec ma petite sœur, mais moi, je suis bien plus vieille que mon âge dans mon comportement, puis dans bien des choses, dans ma lucidité. Donc, on m'envoie avec les plus grands. Mm-hmm. Je retrouve ma grande sœur qui est 6 ans de plus que moi, mais on est occasionnellement ensemble. On n'est pas souvent ensemble. Ouais. Et là, il y a une discipline. J'écoute, là, on est à la radio, vous me voyez pas, mais je mets ça entre guillemets. Il y a une discipline qui vous est imposée qui, bien souvent, est affreuse. Ouais. Je lisais quelques passages de sévices qui ont été imposés aux jeunes par rapport à leurs besoins naturels et tout ça. Plus je suis petite, plus les sévices sont abominables. Aujourd'hui, avec un regard de maman, avec la distance, je vois ça d'une façon... J'ai pas de mots. Mais tu sais, quand on vit là-dedans, on sait même... Tu penses que c'est ça? Oui, on pense que c'est ça. Puis il se développe aussi à l'intérieur du culte. C'est défendu d'en parler. Mm-hmm. Puis si on en parle entre nous, c'est comme ça va pas. Puis on est, même entre nous, là, c'est comme on peut pas parce qu'on est catégorisé comme mauvais, dissident déjà. Donc, l'omerta est même à l'intérieur. Je comprends pour vous qui avez entre 2 et 10, 12 ans que vous avez pas connu autre chose ou peu, mais les parents, tes parents, ils voyaient ça aller. Mes parents, ils étaient pas là, puis ils l'ont pas vu. Ils voyaient pas ça, eux autres. Ils ont pas vu ça pour un bout de temps. Mais c'est sûr qu'il faut aussi se ramener dans les années 60-70, de fesser des enfants, de les gifler, c'était pas quelque chose qui était vu comme aujourd'hui. Ça faisait partie aussi de... Puis mes parents venaient aussi de ces familles-là, surtout mon père, c'était épouvantable chez lui, là. Donc lui, il a fessé, puis ces choses-là, c'était son connu. Entre une petite tape ou une bonne grosse tape ses fesses, puis mettre le nez dans les excréments d'un enfant pour lui dire « tu peux pas faire ça », c'était pas juste le nez. Ouais, tu sais, on veut pas aller jusque-là, mais je veux dire, il y a quand même une distance. Mais ce que tu me dis, c'est que tes parents étaient même pas, les parents étaient pas là, ils voyaient pas ça. Puis s'ils l'ont vu, en tout cas, ils ont fait ma mère, je suis sûre que non. Mon père, je sais qu'il y a eu, mais il venait pas non plus du même milieu. Ma mère, je pense qu'elle a pas été élevée avec violence, mais tu sais, il se développe quelque chose à l'intérieur où c'est comme ça devient la norme. Mm-hmm. Puis eux, ils perdent leur jugement critique. Tu sais, c'est un effet d'entraînement. Ça commence d'une façon tellement subtile. Écoute, je pourrais faire des heures pour expliquer aux gens comment ça fonctionne, puis aussi pour leur montrer que c'est pas si loin que ça d'eux, cette réalité-là. Tu sais, il y a un film là qui sort en fin de semaine, les gens vont déjà voir un peu, même si c'est soft comparativement à ce que j'ai vécu, là, mais les indices sont quand même là. Ouais. Tu comprendras que c'est difficile pour nous qui n'avons pas vécu ça, moi qui est un père de famille, Suzanne qui est avec nous, qui est mère aussi, de comprendre que on peut en venir qu'à penser que c'est la norme de faire sévir, de faire vivre, ou de laisser ses enfants, ses propres enfants vivre ces sévices-là. Nos parents sont dissociés, rendus là, d'après moi. Ma mère, je pense qu'elle était en dépression postpartum, là, tu sais, elle avait eu 6 enfants dans 10 ans.
Le bébé venait de naître, là, tu sais. Puis ma mère, les images que j'ai d'elle, puis d'ailleurs, quand je regarde les photos que j'ai, je vois qu'elle est en dépression postpartum. Elle est pas là, elle est absente. Puis ma mère, elle a suivi. Elle aurait pu s'interposer, puis je pense que c'est elle qui avait ce qu'il fallait pour arrêter ça. Je pense qu'elle était plus en équilibre que mon père au niveau de la, tu sais, tout le côté contestataire face à la société. Je pense que mon père, il avait plus ça, puis il venait plus d'un milieu comme ça. Mais elle était amoureuse éperdument de mon père. Elle avait probablement jamais entendu parler de dépendance affective comme aujourd'hui on en entend parler. Tu sais, donc tu sais, c'est sans les excuser que je remets quand même les choses en contexte pour voir l'ensemble du tableau. Mais ma mère, d'avoir été séparée de ses enfants, ça a été un clash intérieur. Puis ce clash-là, c'est comme si j'ai l'impression qu'elle n'en est jamais revenue. Tu sais, elle s'est dissociée, puis elle restait là. Ouais. Et elle est toujours dans la secte? Elle est toujours dans la secte, puis elle est un zombie, ma mère, là. Ça oublie ça, là. Il n'y a plus rien là. Myriam, dans ton livre, et c'est quelque chose qui m'a sauté au visage, puis Marilyn aussi, quand elle l'a lu, et ça rejoint un peu probablement ce même sentiment que les gens qui écoutent cette émission, qui vivent des séparations, des divorces et tout ça, là, tout ce qui a trait à la solitude. Tu dis dans ton livre que la chose que tu as trouvée la plus difficile, outre être séparé de tes parents, c'est de vivre une certaine solitude à travers tout ce que tu vivais comme jeune floune. T'avais 2 ans quand tu as commencé. Oui, j'ai commencé à 2 ans, mais même si on vivait en commune, intérieurement, là, il y avait une solitude qui est innommable à ce jour. Ouais, j'ai touché d'autres plans, puis je m'évadais là. Parce que on n'avait pas vraiment de rapport interpersonnel, on n'avait pas le droit de se parler. C'était majoritairement silence. On avait des temps très déterminés pour se parler. On était en groupe, puis nos échanges étaient contrôlés, ce qui pouvait être dit, les sujets abordés, tout ça. Ce qui fait que on s'épanchait jamais, on n'était jamais en contact avec nous, avec l'autre, avec l'empathie, avec la bienveillance. Il y avait, tu sais, c'est pas de l'humanité, puis pourtant, tu sais, il y a de l'entraide, vu que c'est communautaire, il y a une forme d'entraide qui crée des liens, mais c'est jamais affectif, jamais. Est-ce qu'aujourd'hui, cette solitude-là que t'as trouvé si difficile à vivre, comment tu la gères aujourd'hui, la solitude? Es-tu capable d'être seule? Je la gère pas, je l'accueille. Oui, je suis capable d'être seule, puis j'ai besoin d'être... C'est pas la même. Là, c'est une solitude choisie. C'est une solitude choisie. Des fois, elle l'est pas, là. Tu sais, moi, les fêtes s'en viennent, puis il n'y a pas de famille, donc je vais accepter les invitations, mais tu sais, c'est ça. Mais il y a une solitude qui vient de là, qui demeure. On se le cachera pas, là. Mais oui, j'ai besoin de solitude, puis je suis bien quand même bien avec ça, là. Ouais. Alors, celles et ceux qui cherchent quelqu'un à inviter pour le temps des fêtes, elle vient de nous lancer l'avis de recherche. Elle est libre et elle sera seule à Noël. Donc, si vous avez de la dinde de trop, invitez Myriam cette année. On passe à une petite pause musicale et on revient immédiatement avec notre invité de ce matin, Myriam Kayser. De retour à l'émission avec notre invité de ce matin. Je vous rappelle que je suis... mon nom est Jean Nadeau. Je suis en remplacement de notre amie Marilyn Petit ce matin à l'émission La Divorcée et ses complices. Notre invité Myriam Kayser. Myriam, on retourne un peu. On passera pas toute l'émission sur ça parce que je veux qu'on parle de comment se sortir de ces brisures-là, comment y réagir. On retourne un peu à quand tu étais là-bas à la secte. On disait qu'une des choses les plus difficiles que tu as eu à vivre, c'est la solitude. Moi, quand je suis seul... Je passe mon temps à penser, je pense, puis je rêve, je rêvasse. Est-ce que dans le temps que tu étais là, tu peux rêver? Est-ce que tu pouvais rêver à quelque chose? Tu connais, tu sais, tu me disais tout à l'heure, avant qu'on entre en onde, quand je suis sorti de là, il faudrait qu'on me montre comment fonctionne une radio. J'avais jamais fait fonctionner une radio de ma vie. Est-ce que tu peux rêver à quelque chose quand tu es là-bas? Ça prend d'autres réalités pour rêver, hein? Ouais, ça prend un contact avec quelque chose à quoi rêver. Donc, je rêve de changer le monde parce que supposément qu'on est là, nous, pour changer le monde. Je rêve, donc probablement que ça s'est maintenu au fil du temps. Ça avait tellement été, comment je dirais ça, rentré de force. Ouais. Je rêve à être la meilleure personne que je peux être et je suis jamais bonne
parce que il y a quelque chose de fondamental chez moi qui est pas cassable, même si je pleure ma vie parce que je veux être cassée. T'es une tough. Mais je veux être cassée, je veux plier. C'est ça qu'eux autres ont jamais compris. C'est que je voulais tellement... Dans le jargon du milieu, c'était être fidèle, donc être fidèle, être docile, puis j'avais l'impression de l'être, mais pour eux autres, je l'étais jamais. C'est inné, ça, en toi, tu penses? Oui, je pense... Ce combat-là, en toi? Je pense que d'être incassable, j'ai jamais choisi ça. Ça, c'est clair. Ouais, c'est t'as clair. pas choisi ça. Non, aujourd'hui, je remercie la vie de m'avoir donné un centre, un noyau comme ça. Tu sais, moi, j'ai 2 enfants, je regarde, il y en a un des 2 qui est comme ça, puis écoute, il était petit, puis c'est comme il était pas malléable, point. Puis il est pas plus aujourd'hui, là. Puis c'est un adulte. Est-ce que, parce que je te pose la question, parce que depuis qu'on s'est rencontrés tout à l'heure avant l'émission, tu souris. Oui. Puis t'as un beau sourire. Ah, merci. T'es belle quand tu souris. Merci. Mais t'as dû avoir un bout de temps où tu souriais pas. Je souriais pas. moins. Est-ce que tu pouvais rire là-bas? Pas bien. On avait, quand j'étais petite... tu te reprends aujourd'hui, c'est ça que tu me dis? Mais quand j'étais petite, on n'avait pas le droit de rire. Puis moi, j'étais un enfant rigolote naturellement. Ouais. Je pense que j'étais un clown. Puis j'aimais bien... Un clown coriace. J'aimais bien dire des niaiseries, puis je me souviens que même quand on nous battait ou qu'on nous faisait vivre des mauvais traitements, je virais ça en niaiserie. J'essayais d'alléger. Et je raconte dans mon livre Otage du silence la nuit de Noël de mes 12 ans où j'ai senti que ça s'est cassé à l'intérieur de moi. Je le raconte, puis je dis ce que ça m'a fait vivre. Puis là, j'ai eu un effondrement qui a duré de 12 ans à aller... écoute... très loin, là, je pense que ça a duré jusqu'à mes 30 quelques années. Puis même quand j'ai commencé à faire le métier que je fais là, les gens me disaient « Ah, t'es pas souriante ». Puis c'était à force de réaliser qu'il fallait que je m'allège. Puis j'ai fait semblant au début. Ouais. J'ai fait semblant, puis il y a comme ma nature qui est en train de prendre le dessus. Et ce que tu viens de me dire, là, que je ris beaucoup, là, c'est une des plus belles choses qu'on peut me dire parce que c'est comme si je me rends compte que je suis en train de prendre pas ma revanche, mais je sais pas. Ta place. Oui, c'est toi. De prendre le dessus sur l'histoire. Ouais, mon vrai moi avant l'histoire. Ça paraît que t'aimes ça. Tu aurais dû te voir, Suzanne, quand je t'ai dit ça, là, encore là, on en parle, puis ta face super rayonnante. Otage du silence, c'est donc le livre dans lequel on retrouve tout ce récit. Écoute, on pourrait en parler pendant toute l'heure, mais on veut plus parler de comment tu y as réagi. Mais pour te sortir de cette prise d'otage-là, à 21 ans, en fait, tu as fait 3 tentatives de fuite. Oui. Et c'est la 3e ou la 4e qui a fonctionné à 21 ans? La 3e a fonctionné. Et écoute, y a rien de mieux que ce que tu peux nous lire. Et ça, tu sais, je t'ai dit tantôt quand tu me dis que tu terminais ton livre comme ça, je dis, tu parles d'une accrocheuse, toi. On veut avoir le tome 2 pour la suite. Raconte-nous, en fait, lis-nous carrément ce qui est dans ton livre qui décrit ta dernière tentative et ta réussite d'évasion. Donc, pour mettre dans le contexte, je m'évade pour la 3e fois. Je suis à Vancouver. Puis, je me sauve carrément dans la nuit, tu sais. Et la personne responsable, elle m'a entendu sortir, mais elle m'a pas entendu rentrer. Puis, elle a pensé que je allais mettre les vidanges au chemin. Donc, là, je m'évade, je cours dans le bois. Et, à un moment donné, après un bon moment, je m'assois sur le trottoir, je suis fatiguée, puis j'entends le bruit d'une voiture que je connais. Et elle, comme elle m'a pas entendu rentrer, elle est partie en voiture après moi, puis elle m'a retrouvée. Donc là, elle me demande de monter dans la voiture, je refuse et elle me dit « Viens à la maison, on va t'organiser ça pour que ça se passe mieux. » Donc, j'y crois encore. Oh my God, j'y crois encore. Donc, elle me ramène. Mais là, je me rends compte qu'elle est en train de jouer un jeu. En tout cas, je raconterai pas toute l'histoire. T'es dans la voiture avec elle. Et là, à un moment donné, je me rends compte que c'est pas ça pantoute. Donc là, je vous lis. Je lui répète inlassablement, les nerfs de plus en plus en boule. Allez me déposer là où vous m'avez prise. Et là, c'est un dialogue. Elle répond. Avez-vous pensé à vos frères, à votre mère? Vous me ramenez. Là, elle me demande si je vais retrouver Alicia, qui était sa fille, une fille avec qui j'ai grandi. Et je répète, ramenez-moi ou je saute en bas de la voiture. Elle dit, vous le ferez pas. Je dis, vous croyez? Elle dit, vous pourriez vous blesser. Ça m'est égal. Ramenez-moi. Mais vous pouvez pas passer la nuit dehors. Puis, insérant à nouveau sa main dans sa poche, elle me tend un billet de 20 $. Merci, maintenant, je ne le répéterai plus. Déposez-moi là où vous m'avez prise. Pas question. Je vous ramène au... Elle n'eut pas le temps de terminer.
En forçant la portière, je sautai en bas du véhicule. Eh oui. Donc, en sautant dans le vide, le livre finit comme ça. J'ai plongé vers une autre planète dans une autre galaxie dont je ne connais ni les mœurs, ni les coutumes ou usages. Au fait, je viens de m'échouer sur Terre. Personne ne sait d'où j'arrive, ni l'horreur, ni le karma sordide d'où je proviens. Je ne suis personne. C'est vrai, j'avais un nom. Il y a longtemps, on m'appelait Myriam, parce que j'ai plus mon nom depuis un bout de temps. Sans pays, sans famille, sans chez moi, sans réseau, sans appartenance, sans amis, sans scolarité, sans argent, ni connaissance de cet univers. Je n'ai absolument rien sinon une expérience inimaginable de la solitude intérieure, de toutes les formes de violence, d'absurdité et de la bêtise humaine, et un immense flambeau intérieur. J'ai 21 ans. Je n'ai jamais été une enfant. Je viens de naître. Au fait, je suis âgée de la maturité de ceux qui ont vécu, sachant qu'ils pouvaient perdre cette vie à tout instant. Peut-être aurais-je un avenir. Je commence ma vie. Quelle vie? Ouais. Puis là, tu finis ton livre comme ça. Ça se termine là. Ben là, je dis, il y a une conclusion. Là, je raconte que j'ai eu 3 vies à vivre, puis ça, c'était la première, tu sais. Et si tu écrivais la suite de ça, le premier chapitre serait ton adaptation à ce nouveau monde-là, te reconstruire. Bon, tu l'écris pas dans un livre, mais tu as fait ça comment? De façon générale, tu te reconstruis comment? Tu te fais un nouveau monde comment? Tu sais, j'ai tout le temps dit, c'est pas 2 livres comme ça que je vais écrire. Si j'en écris, c'est 3. Parce que, tu sais, il y a eu cette vie-là. Il y a eu l'après, quand je me suis échouée sur Terre. Puis, tu sais, c'est comme inimaginable pour les gens de comprendre comment est-ce que je ne connaissais rien des codes. Je connaissais rien des relations. Je connaissais rien des ressources. Je connaissais rien de rien. Puis, tu sais, t'as pas l'air d'une demeurée, les gens savent pas, il y a beaucoup de jugements, donc pour ceux qui nous écoutent, on peut tellement pas juger, là. Puis, tu sais, il faut que je rentre dans cette société-là. Écoute, je sais pas comment m'habiller, je sais pas comment me peigner, je sais rien, là. J'ai jamais choisi mon linge, j'ai jamais choisi ce que je mangerais, j'ai jamais choisi rien. Et là, j'ai la liberté devant moi, puis l'interprétation que je fais de la liberté est pas la... Au début, j'étais euphorique, mais tranquillement, je me suis rendu compte que elle avait pas le sens que je lui donnais. Il y avait pas tous les mots responsabilité qui vient avec, même si j'avais toujours été responsable, mais dans un autre sens, en tout cas. C'est pour moi tellement complexe d'expliquer ça que d'écrire ce livre-là, là, ça va me demander ce que j'ai beaucoup de ressources intérieures, mais j'ai pas dit non. Mais je vais voir, c'est sûr que je sais que ça serait intéressant. Tu peux pas une coupe de break dans ta vie? Moi, c'est ça. J'ai écrit 3 livres dans 1 an et demi, donc tu peux relaxer un petit peu. Myriam, tu viens de mentionner un mot qui me touche dans mon autre vie autre que celle de remplacer Marilyn ici ce matin, la responsabilité. J'ai une petite phrase qui résume l'ensemble de mon propos, de mon approche comme conférencier en développement personnel, et sincèrement, là, pour moi, là, ça sonnera pas comme ça quand je vais le dire dans les prochaines secondes, mais pour moi, tu es l'incarnation parfaite de cette phrase-là, quand je dis que notre vie est de notre faute. Et là, je vois tous les auditeurs, qu'est-ce qu'il dit là? Notre vie, cette fille-là n'a pas demandé à vivre ce qu'elle a vécu, totalement. Donc oui, je dis aux gens, vous allez me convaincre facilement qu'il y a certains événements. Peu, mais il y en a, des événements pour lesquels on n'a eu aucun contrôle. Mais notre façon d'y réagir va toujours, ça, être de notre contrôle, puis c'est exactement ce que tu en as fait. Graduellement, c'est pas venu là du moment où ton corps a touché l'asphalte en sautant de l'auto, c'est pas là que tu as commencé à reprendre la responsabilité de ta vie pour le futur, mais aujourd'hui, tu as une vie, je présume, assez normale, considérant ce que tu as vécu, mais tu avais la responsabilité de reprendre ta vie, puis tu l'as fait, Baptiste. Oui. Oui, c'est sûr que ça n'a pas été instantané, puis le mot responsabilité, il paraît austère, puis ça veut dire response
ability. T'as l'habileté de répondre de toi pour ouais. toi. Pour ça, faut qu'on développe notre jeu. Moi, j'en avais pas. Ouais. Donc, faut redévelopper notre jeu. Faut que notre autorité intérieure prenne sa place. Puis ça se base sur des choses. Je les enseigne aussi. Mais c'est sûr que j'ai fait un peu ce que ben des gens font après les grandes épreuves. Oui, je me suis étendue sur l'asphalte. J'ai eu envie de me laisser mourir. Il y a eu une période où est-ce que ça a été vraiment difficile. Mais je me suis rendu compte que ça faisait mal à personne d'autre qu'à moi. Puis quand tu te rends compte de tout ça, tu sais, je dis tout le temps, jouer à victime, c'est comme se bercer sur une chaise. Ça donne quelque chose à faire, ça mène nulle part. Puis bercer sur une chaise, c'est déjà plus agréable. Mais en tout cas, tout ça pour dire que dans vouloir de rester accroché, ceux qui m'ont fait vivre ça, eux autres, ils étaient à des années-lumière de ce que je vivais. Puis c'était aussi, ils auront eu raison. Moi, non. Ouais. Puis l'autre chose, c'est que j'avais décidé bien jeune que je serais heureuse. Puis je cherchais le bonheur, puis je cherchais l'explication à ça, puis je trouvais pas de réponse congruente. Donc j'ai axé ma quête là. La responsabilité de cette quête du je, ça, tu l'as vécu toi d'une façon extrêmement dramatique. On le vit tous chacun de notre niveau, entre autres, parce que c'est le sujet de cette émission, entre autres, lorsqu'on fait face à une rupture amoureuse, séparation, divorce, on revient après la pause pour justement reparler de cette quête de notre nous intérieur avant de se relever puis de continuer. De retour avec notre invité de ce matin. Je vous rappelle, mon nom est Jean Nadeau. Je suis en remplacement de notre amie et animatrice de cette émission habituelle, la divorcée et ses complices, Marilyn Petit. Je suis en compagnie de Myriam Kayser, qui est conférencière, auteure. Je vous rappelle le titre de ses 3 livres. Le premier, S'accompagner soi-même en pleine conscience, le guide essentiel de l'émotion à l'éveil. Le deuxième, Affranchi. Et le troisième, Otage du silence, dans lequel elle parle de son passage obligé, en fait, dans une secte. Myriam, tu expliques, je crois avoir compris que tu expliques le comment. Parce que je dis, tu sais, on en parlait même avant l'émission, notre histoire, on la croit importante, elle est toutes nos histoires sont importantes pour nous, mais pour les gens auxquels on s'adresse, c'est qu'est-ce qu'on en a fait de notre histoire qui est important. Dans ton livre, S'accompagner soi-même en pleine conscience, qui est justement un guide essentiel à l'émotion, à l'éveil, tu nous dis comment s'accompagner soi-même, l'importance de s'accompagner soi-même. C'est comme ça que tu as réussi. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, il y a des gens qui ont regardé ce titre-là puis m'ont dit, quoi, tu sais, toi, t'as pas besoin des autres, puis c'est pas ça, c'est que les autres sont pas tout le temps là. D'avoir des gens qui nous aident, qui nous supportent, qui nous donnent la main, c'est essentiel, tu sais, dans la vie. Mais quand les autres sont pas là, et Dieu sait, moi, si j'ai vécu ça, cette solitude existentielle et réelle, faut trouver les outils. Donc, moi, je me dis, quand t'es chez vous, puis tu brasses ta soupe, puis tu brailles dedans, mais comment tu sors de là? Puis, parce qu'on a tous vécu ça dans un divorce, une séparation. Habituellement, il y a un bout de temps où on est en petite boule dans le lit. Là. Ben tout le temps. Puis la peine, c'est une émotion de petite boule dans le lit. Ouais. Puis c'est important de la vivre comme ça parce que la peine, c'est une émotion qui nous demande de prendre du retrait pour une prise de sens, puis aussi pour se dégager de ce qui convient plus. Dans le sens où est-ce que quand tu avais 3 ans, les souliers qui te faisaient, il y avait beau être des Joseph Seabull, là, autrement dit le haut de gamme, ils te font plus. Donc il y a des jobs, il y a des relations, il y a des choses qu'on vit qui ne conviennent plus à notre niveau d'évolution. Et la vie trouve des moyens de nous déstructurer pour nettoyer, bon. Donc la peine, je l'explique en détail dans un chapitre complet du livre, c'est à quoi elle sert. Puis moi, c'est beaucoup ça. Qu'est-ce qui nous traverse? À quoi ça sert? Qu'est-ce qui déclenche ça? Comment est-ce qu'on vit chacune de ces grandes émotions-là, qui veut dire energy in motion, émotion. Donc, on a beau être des travailleurs d'énergie, il faut connaître ça, là. Et qu'est-ce qui est l'action à poser? Comment est-ce que j'accueille? J'accueille pas ma colère de la même façon que j'accueille ma peine. J'accueille pas ma peine de la même façon que j'accueille mes peurs ou ma joie. Puis, tu sais, moi, je dis tout le temps, quand t'as faim, tu vas pas te coucher. Donc, qu'est-ce que tu fais avec qu'est-ce qui te traverse? Puis, on n'a pas appris ça, puis il y a personne qui nous enseigne ça. Puis, on a beau enseigner comment équilibrer nos chakras. Moi, je dis tout le temps, ça, c'est auto-nettoyant, c'est comme des muqueuses. mais, tu sais, on n'apprend pas quoi faire quand on est roulé en petite boule, puis on voit comme si c'était laid, puis on veut fuir ces parts-là vers nos zones les plus tu sais, quand on touche d'autres plans, puis tout ça. Puis je dis tout le temps,
il n'y a pas d'unification de nos pores s'il n'y a pas d'accueil des pores contractés comme des pores qui s'expandent. Un va avec l'autre, puis d'avoir de la peine, d'être en colère, c'est pas négatif, ça nous dit quelque chose. C'est quand on l'écoute pas que ça devient un cumul qui devient explosif. Et ça nous appartient. La toute première chose, la base de tout ce que tu viens de dire là, ça commence dans notre miroir à se dire, à réaliser qu'il faut qu'on s'accompagne soi-même. Il faut que ça soit, tu sais, quelqu'un vient de nous laisser, on vient de laisser quelqu'un, on perd cette personne-là, on perd peut-être les enfants qui étaient avec, on perd les amis, les groupes d'amis. À un moment donné, faut que ça revienne, faut que ça revienne à nous. Comme toi, c'est revenu à toi de façon inévitable. T'étais tout seul, là. Ben, moi, j'avais pas de jeu. J'avais aucun jeu. Ouais. Tu sais, quand je me suis évadée, puis c'est tout ça qu'il faudrait que j'explique dans un autre livre, c'est que je savais pas qui j'étais. Puis même physiquement, là, j'avais la tête rasée, j'avais été voilée, j'avais plus mon nom. C'était bon. Moi, j'ai appris une autre langue. Tu sais, il y avait plus de jeu. Il y en avait jamais eu d'ailleurs, parce que quelqu'un me demandait qu'est-ce que je voulais manger, je disais n'importe quoi, ça me dérangeait pas, puis je le savais pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Je le savais pas. Puis il y a plein de monde, hein. Tu veux-tu aller au cinéma? Je sais pas. Tu sais, tu sais pas. J'avais de la difficulté à décider quoi que ce soit pour moi. Puis je sais qu'il y a plein de gens qui peuvent ils vivent ça, ils relient à ça, ouais, c'est ça. Donc, le jeu doit se redéfinir. Puis là, ça, c'est une belle phrase, mais comment on fait ça? Donc, c'est ça que j'essaie d'enseigner dans le livre S'accompagner soi-même. C'est sûr que ce livre-là, je pourrais en faire 20 avec. Puis, tu sais, en conférence, je le vulgarise encore plus parce que c'est sûr que mon style d'écriture, au départ, il était un peu complexe. Là, à force d'écrire, je deviens un peu plus facile à lire, là. Mais ce livre-là, il est extrêmement chargé, puis c'est pas un livre à lire d'un couvert à l'autre, c'est un chapitre à la fois. Tu le sirotes, tu marches dessus. Le bout de temps où tu es en boule dans ton lit puis que tu pleures, tu peux faire ça tout seul. Mais à un moment donné, c'est pas un péché d'avoir besoin d'aide. Toi, as-tu eu de l'aide? Toi, tu aides maintenant les gens qui vivent des brisures, mais est-ce que toi, t'en as eu de l'aide? Ben, je me souviens la première fois que je suis allée chez un psychologue, tu sais, je venais d'un espace, je trouvais qu'il y avait de la misère à me comprendre, là, on va te dire les vraies affaires, mais oui, il y a des... Tu penses que ça... Mais il y a pas personne qui peut comprendre ce que tu as vécu si t'as pas été dedans. C'est même un psychologue. Tabarnouche, c'est lourd, là. Ouais. Puis après ça, il y a eu des travailleurs sociaux, puis j'ai fait un peu comme tout le monde, je suis allée courir des médiums, puis aujourd'hui, tu sais, c'est la grosse mode des coachs de vie, là, tous ceux qui savent alors que toi, tu sais pas. Puis, bon, écoute, je sais que je graffine un peu la grosse business, puis je heurte plein de monde, là, mais en même temps, on va faire ça ensemble. Je vais te dire honnêtement que j'aurais aimé que ce que j'enseigne me soit enseigné. Je l'ai marché la route, puis je dis ça sans prétention, même si ça peut avoir l'air ça. Mais c'est comme si je pense qu'il faut s'accompagner soi-même avant qu'on puisse être capable d'être accompagné. Puis ça a l'air fou ce que je dis là. Mais puis c'est pas dur à faire. Tu sais, moi j'aimerais tellement enseigner aux gens comment c'est facile à faire. Je donne une formation à la base de ça, puis c'est pas parce que je veux la vendre, mais les gens là, ils venaient 7 rencontres, là, puis ils me disaient je suis transformée, puis c'est eux qui m'ont dit écris Myriam, il y a personne qui enseigne ça. Puis je dis tout le temps la première marche là, tu sais là, celle que tu t'accroches le gros orteil dedans là parce que tu l'as pas vu, c'est pas une vraie marche là. La première là est jamais enseignée. Puis c'est comme si on donne des cours en spiritualité, en croissance, des cours de cégep, d'université, mais on n'enseigne pas à maternelle. Puis ceux qui enseignent savent pas ça. Puis moi, je sais pas, là, la vie a voulu que je fasse ça. Tu sais? Oh, que là, tu m'amènes à quelque part. La vie a voulu que tu fasses ça. Je la pose dans mon émission à moi, puis je pense que je m'étais dit en préparation de cette émission que j'irais pas là, mais j'ai pas le choix de te poser la question. Vas-y. Est-ce que tout est toujours parfait? Écoute, ça serait une longue discussion. Tu sais, dans le grand plan, quand t'es en haut de la montagne, les gens qui sont dans l'état du témoin silencieux, je dirais que oui. Mais quand tu regardes un enfant se faire battre, est-ce que c'est parfait? Tu comprends? Ça peut pas. Mais en même temps, tout est en polarité dans la vie. Tout est en polarité. Que dirais-tu de la phrase alternative, à savoir que certaines choses sont parfois mieux? Qu'est-ce que tu veux dire? Au lieu de « tout est toujours parfait »,
certaines choses dans la vie sont parfois mieux. Ta vie est mieux. Mais tu sais... Est-ce qu'elle est parfaite? Si on prend de 0 jusqu'à l'âge que tu as aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ta vie est parfaite? Mais tu sais, si la vie a voulu que je vive ça pour pouvoir regarder chacun que je croise dans les yeux, tu sais, de regarder dans les yeux, puis de vraiment, pas rien que d'une façon qui a de la cute, là, mais de vraiment pouvoir répondre, je te comprends. Parce qu'il y a à peu près rien que j'ai pas vécu. Puis si la vie a me donné les dons de communicatrice que j'ai, puis d'écrivaine, puis tout ça, puis que c'est une route que j'ai tellement marché que je l'enseigne différemment puis que ça va résonner. Tu sais, dans le grand plan, là, le grand plan, il est grand en... Tu sais, wow. ouais, j'irai pas là en ondes, là, mais tu sais, il est grand, comme on peut pas se l'imaginer. Puis ce plan-là, si, tu sais, nos petites histoires de vie. Puis tu sais, moi, j'aimerais ça dire aux gens, vous n'êtes pas votre histoire. Si on a mis des vêtements pleins de... sur vous, vous pouvez les enlever. Ouais. Puis c'est de retrouver qui vous étiez avant votre histoire. Puis je dis souvent aux gens, c'est quoi que t'aimais faire? Tu sais, si t'avais rien à t'occuper au niveau pécunier, si t'avais pas rien à prouver à personne, t'étais qui? Moi, j'étais une parleuse, j'étais une questionneuse, j'étais un artiste, j'écrivais comme je parle, donc vous imaginez, tu sais. Donc, suivez le flot de ce que vous êtes, vous. Puis la joie, là, elle va être au rendez-vous si vous suivez le flow. Puis, tu sais, c'est aussi le contact avec les autres. Puis la joie se base beaucoup sur le sentiment d'utilité. Tu parles d'un grand plan, ça fait une couple de fois que tu le mentionnes. Je sais que tout est en lien avec tout ce qu'on entend de nos jours sur la pleine conscience. Est-ce que pour toi, le grand plan, c'est une destinée? Est-ce que tu étais destiné à avoir la vie que tu as actuellement? Est-ce que les gens qui se sont séparés hier étaient destinés à cette séparation-là? Est-ce que ton âme, peut-être qui venait d'une autre vie, a choisi de vivre cette vie-là aujourd'hui? Tu sais, j'ai pas la prétention d'avoir réponse à tout. Moi, je me dis, on a traversé un voile qui s'appelle l'oubli. Hein? Puis, ce voile-là, il cache quoi? On sait bien pas. Pour les vies antérieures, je pourrais raconter des expériences que j'ai vécues, mais tu sais, je peux pas affirmer ces choses-là comme, tu sais, je suis pas Dieu le Père, là, on s'entend. Mais le destin. En tout cas, je sais pas tout ça, mais je sais que l'élan que j'ai de communiquer, de poser des questions, d'arrimer tout ce qui est nos idéaux, hein, que tout ce qu'on peut appeler Dieu dans la forme qu'on lui donne, tout ça là, ça a une direction, ça a un sens. Puis si ça n'en a pas, moi, je me suis dit, je vais avoir passé en ce monde en donnant un sens à ce que j'ai vécu. Je vais avoir essayé de soulager la misère humaine. C'est un peu ce que Jésus et les grands maîtres ont voulu faire. Puis si ça s'arrête là, ça s'arrêtera là. Puis si ça s'arrête pas là, tant mieux ou tant pis. Tu sais, c'est comme... Je suis plate un peu dans ma réponse. Non, pas du tout. Puis moi, j'allais tout simplement rajouter à ça que tu parles de ton passage sur Terre, ton passage à cette émission, le message que tu lances à toutes les fois que tu trouves la trappe, ça fait réfléchir. Puis on va prendre un petit 3-4 minutes pour aller réfléchir pendant la prochaine pause musicale. Myriam, dans ton livre S'accompagner soi-même en pleine conscience, guide essentiel de l'émotion à l'éveil, c'est quoi l'éveil? L'éveil, c'est... Je pourrais vulgariser ça en disant que c'est vraiment la découverte du je initial. C'est de trouver qui on est avant notre histoire, puis aussi la vie qui regarde au travers de nos yeux. C'est la même vie, hein. Donc, l'éveil, c'est cette conscience de ce qui nous traverse, qui voit, ce qui vit, c'est ça. C'est la réalisation du soi. Et toi, dans ton livre, tu dis que tu nous guides, en fait, pour passer de l'émotion à l'éveil. Je peux le dire d'une façon plus vulgaire, c'est quand tu es étendu sur l'asphalte en train de vouloir te laisser mourir, nos périodes contractées, à l'éveil, pas mal tout le monde ont déjà vécu aussi des moments où est-ce qu'ils touchent le meilleur d'eux, d'autres plans. L'éveil, c'est cette réalisation du soi avec un grand S. Donc, c'est... nos moments d'expansion. Un est nos moments de contraction, l'autre c'est nos moments d'expansion, puis c'est les deux bouts du même bâton, là. C'est... Donc tu parles de passer de l'émotion à l'éveil, puis quand tu parles d'émotion, tu dis que les émotions souvent sous-tendent
pas souvent, mais tu dis toujours, sous-tendre un besoin qu'on a en nous. Toujours. Ouais. Toujours. Il y a un déclencheur, il y a un senti qui est spécifique et il y a une action à poser. Puis on décide pas nos émotions. Vous avez beau dire, là, puis on peut les générer, tout ça, mais on décide pas ce qui nous traverse. Puis ce qui nous traverse, c'est notre GPS intégré, mais on n'a tellement pas appris ça comme ça. Puis c'est pas laid des émotions. Ce qui devient laid, c'est quand on les écoute pas, puis ils se cumulent, puis ils deviennent tellement chargés, parce que comme c'est de l'énergie, prends n'importe quel atome d'énergie, puis comprime-le, tu vas voir ce que ça va faire. Donc, puis pour les gens qui se disent, ouais, mais moi je suis surchargée, puis je suis une bombe ambulante, c'est facile de désamorcer cette bombe-là. Il s'agit de savoir comment faire. Je l'enseigne dans les formations que je donne qui ont été préalables au livre. J'en parle dans le livre, évidemment. Et tu sais, l'image que je donne souvent, c'est tu prends un petit chat de la SPA qui a été privé de nourriture. Tu n'es pas obligé de retourner dans toutes les fois où il n'a pas mangé pour y apprendre un autre comportement. Il faut que tu sois présent. Il faut que tu y en donnes à volonté. Il faut que lui réalise à un moment donné que à partir de maintenant, ça sera plus que ce que c'était comme contexte et il va pouvoir développer un autre comportement. Mais j'explique ça en détail. Donc, vous n'avez pas besoin de retourner dans toutes les fois où on vous a battu, où on vous a regardé avec mépris, où on vous a fait sentir je sais pas quoi. Vous n'êtes pas obligé de retourner là. Mais à chaque fois que le senti remonte, faut que vous vous accompagniez. Puis il y a une façon de faire ça et c'est facile. Je le répète, c'est facile. La guérison, là, c'est tellement facile. Mais on ne sait pas comment. Puis moi, je trouve qu'il faut qu'on enseigne ça. Ça serait pas plutôt simple? La guérison est simple, mais c'est-tu facile? Oui. C'est facile. Il y a une marche à suivre, il y a une façon de faire. C'est facile quand on a compris comment c'est simple. Oui, c'est ça. Puis on dit la guérison, on utilise ce mot-là pour se faire comprendre, mais on s'entend-tu qu'il n'y a rien à guérir, il y a tout à découvrir? De tes 3 livres, celui qui devrait lire ou aller le voir en conférence, les gens qui vivent le deuil d'une séparation actuellement, c'est celui-là, s'accompagner soi-même. Mais s'accompagner soi-même va toujours rester le pivot de tout ce que je vais faire. Ouais. C'est ce livre-là, c'est pas pour rien que dans sa nouvelle réédition là, qui vient de sortir, l'éditeur l'a appelé un guide essentiel parce qu'il est ultra chargé, ce livre-là. Là, je pourrais en faire 20 avec. Oui, il y a du stock, je l'entre les mains, là, puis je lis pas ça dans un week-end. Là. Non, mais si tu peux le lire d'un couvert à l'autre pour voir ce qu'il y a dedans, mais après ça, chaque fois que tu vas vivre une émotion, tu vas dans le chapitre sur l'émotion, puis tu vas comprendre ce qui est en train de t'arriver. Myriam, il y a un film qui sort très prochainement, dans les prochains jours, vendredi, Les Éblouis. C'est demain, ça, Les Éblouis. Et t'aimerais nous en parler. C'est quoi ce film? Ben, c'est pour ne pas dire Les Illuminés. Tu sais, c'est un film qui arrive de France. C'est une femme qui a vécu dans une secte, si je me trompe pas, à partir de l'âge de 11 ans jusqu'à 14 ou 16 ans, là, je sais plus trop le détail. Mais je suis très contente qu'on parle de ce sujet-là parce que, tu sais, comme société, on voit ça comme si c'est quelque chose qui est occulte, puis tu sais, c'est comme une maladie vénérienne qui va te sauter dessus, alors que c'est vraiment pas le cas. C'est beaucoup plus proche de chacun qu'on pense. Moi, je suis ultra contente qu'on en parle. Tu sais, on est en studio, on est 3, puis il y en a une des 3 personnes qui a dit, moi, j'ai des gens qui ont vécu ça. Donc, c'est rien que pour te montrer l'ampleur de ce phénomène-là. Puis, comme c'est occulte, on voit ça là avec beaucoup de peur, avec beaucoup on a une vision très, très tordue de ce que c'est. Et je suis contente qu'on en parle parce que à ce jour, au Québec, il y a des sectes, il y a des enfants qui sont captifs de ces sectes-là. Je sais pas trop qu'est-ce qui est fait au niveau gouvernemental face à ça. Puis tu sais, je dis tout le temps, on a démantelé les chenils où est-ce qu'il y avait des chiens, des chats qui étaient dans des cages parce qu'on voulait pas qu'ils souffrent puis on trouve que c'est inhumain. Mais il y a des enfants qui sont emprisonnés. Ça me fout au plancher. Ça. Pour utiliser des mots qui se disent à la radio, là, je capote sur cette situation-là, puis qu'il n'y a pas quelqu'un au gouvernement, quelqu'un dans le système judiciaire, à la police qui vont plus loin pour... Écoute... Mais moi, je pense que le film est d'actualité parce que le gouvernement Legault a parlé qu'il ferait que des lois pour les écoles clandestines qui, à mon sens, à moi, sont à peu près tous des sectes, sinon tous. Puis, c'est le temps qu'ils nous entendent. En tout cas, j'espère que le message va passer et va aller jusqu'aux instances. Mais il faut faire quelque chose. Puis, tu sais, ces enfants-là deviennent des adultes. Moi, je pense à ma petite sœur qui a été mise là à 1 an, puis qui a 49 ans aujourd'hui. Donc, ça fait 48 ans qu'elle est captive. Et demain matin, elle sort de cet endroit-là. Elle a jamais atterri sur Terre, là. Elle sait rien de rien. Puis qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens-là? On va leur donner un chèque, ils vont se bercer en regardant un mur blanc. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est pas des demeurés, là. C'est des gens qui puis ils savent même pas qu'ils sont brisés.
Ils savent même pas qu'il y a d'autres choses. C'est pour ça aussi qu'ils nous qui sont pas contents de ce que je suis en train de faire parce qu'ils comprennent pas que je suis en train d'essayer de démanteler ce qui leur a enlevé leur jeu puis qui les a uniformisés. Ils ont tout coupé les têtes qui dépassaient. Puis, tu sais, en tout cas, c'est ça. Je suis sans mots. Je sais pas... J'aurais quasiment tendance à peser sur le bouton pour fermer l'émission immédiatement. Tu vas parler un peu plus de ce film-là dans une collaboration que tu vas faire avec Radio-Canada. Oui, Radio-Canada va faire une table ronde dimanche après-midi à laquelle je vais participer pour poser des questions sur ce film-là puis voir où est-ce qu'on en est ici au Québec. Et je suis très contente qu'on me donne la parole là-dessus. Effectivement. Donne-leur une go. Ben c'est sûr que la radio, puis comme là ici on a 1 heure, mais tu sais la radio en général c'est quelques minutes, donc on est 3 à parler pendant 20 minutes, tu sais, donc on va faire ce qu'on peut. On va revenir sur tes 3 livres, S'accompagner soi-même en pleine, en pleine conscience, un guide essentiel de l'émotion et l'éveil. Le 2e livre, Affranchi, et le 3e, Otage du silence, qui raconte justement ton histoire. Et là il y en a un autre qui est en train de s'écrire, ou tu veux pas en parler? Bon, oui, je peux en parler. Je commence à le dire. Oui, il y a un autre livre qui va porter sur la guérison, les outils, tout ça, mais le titre, la guérison, moi, je l'aime pas parce que je trouve qu'on n'a rien à guérir. On a tout à découvrir. Mon éditeur, il aime beaucoup le titre guérir parce que les gens comprennent de quoi il s'agit, donc j'ai aucune idée du titre encore. OK. Myriam, on approche de la fin de l'émission. Conférence à venir. Les gens veulent t'entendre parler. Ils ont juste à t'appeler puis tu vas aller parler, toi, là. Absolument. Hein? Moi, tu veux parler, là. Ben, c'est facile pour moi. Ouais, on voit ça. Puis je pense que j'ai quelque chose à dire qui pourrait vraiment aider tout le monde, pas juste ceux qui ont vécu ces drames-là. Comment on s'en sort? Parce que je considère que, tu sais, c'est ça va bien dans ma vie puis tout ça. Mais on m'invite, dès qu'il y a un petit regroupement, je me déplace. Merveilleux. Là, je m'en vais 2 mois en Europe faire une tournée, mais je vais être de retour début avril, puis j'aimerais faire une tournée. On te contacte comment, Myriam? Mon site internet, www.porteurdeflambeau.com. Je suis sur les réseaux sociaux. Vous tapez mon nom sur Internet, je suis très là. Myriam, tu as 15 secondes en plein milieu du stade olympique, 60 000 personnes. Tu leur dis quoi en 15 secondes? Peu importe vos circonstances de départ, vous pouvez reprendre votre plein pouvoir. Myriam Kayser, c'est un plaisir de te recevoir ce matin à l'émission de Myriam, de Myriam. Pas de Myriam, Marilyn. De Marilyn, et de te découvrir un peu, c'est court, 1 heure pour comprendre tout ce que tu as vécu, mais surtout ce que tu en as fait. Alors merci, c'était un plaisir de te rencontrer et de te découvrir ce matin.